Nous sommes aux confins du royaume du lion, là où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, dans les régions désertiques. Mais la vie est souvent plus forte que les obstacles. Au cœur de ces terres se trouve une oasis de verdure. Ailleurs, l'eau acquiert une valeur inestimable et la nourriture est rationnée. Cette région, c'est le Kalahari. On parle du désert du Kalahari, pourtant il s'agit plutôt d'une steppe aride. La chaleur extrême, la rareté de la nourriture et de l'eau n'empêchent pas le lion de régner en maître dans ce désert. En été, pendant la journée, la température peut monter jusqu'à 47 degrés. En hiver, elle descend parfois à -13. Il pleut certes, mais rarement. La majeure partie du Kalahari est constituée d'un plateau sablonneux où seuls poussent de l'herbe et de petits acacias. La vie est dure pour les lions. Durant la saison sèche, le gibier est si rare qu'il leur faut parfois parcourir des centaines de kilomètres carrés pour trouver à se nourrir. La plupart du temps, la faim les tiraille. Cet animal est un ratel. Voilà qui est étrange. Que peut bien faire un ratel dehors en plein jour ? Il fouille le sable qui dissimule toutes sortes de bonnes choses. Encore faut-il les trouver. Ces griffes solides qui lui servent à creuser lui ont valu d'être surnommé le bulldozer du désert. Les fouilles du ratel réservent toujours des surprises. Et l'autour chanteur ne manque pas de curiosité. Toute cette agitation est plutôt intrigante. N'importe quel animal peut être tapi sous la terre. Un lézard, un scorpion ou un insecte. Quelques restes sont toujours les bienvenus. Bien qu'il soit peu difficile, le ratel mellivora, comme son nom l'indique, a un penchant pour les sucreries. S'il trouve un nid d'abeilles, il n'hésitera pas à se servir en miel. Sa peau dure et épaisse le rend insensible aux piqûres. Les bubales, eux, ont d'autres préoccupations. Si les dents et les griffes du ratel sont assez puissantes pour ouvrir un rondin contenant du miel, elles peuvent aussi servir lors d'une bagarre. Constatation douloureuse que font parfois les lionceaux. Le ratel a la réputation d'être irritable. S'il est agacé, il n'hésitera pas à se frotter à plus fort que lui. Le chacal garde ses distances. Ces deux-là se battent à propos du territoire. Le ratel, lui, n'a que faire de telles préoccupations. Contrairement à ses voisins les lions, il est partout chez lui. Son domaine peut s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés. Il rencontre peu d'obstacles. Une dispute avec un ratel est bien souvent perdue d'avance.
Le protèle, également appelé loup fouisseur, n'est pas un loup. Il est parent de l'hyène. Animal doux et peureux, il ne partage pas les habitudes alimentaires peu ragoûtantes de cette dernière. Les protèles vivent en famille tant que les jeunes sont en bas âge, puis mènent une existence solitaire. Ils côtoient peu les autres habitants de la savane. Ces oiseaux, des républicains, ne s'occupent pas d'eux non plus. Les protèles ne vivent pas en groupe, parce que c'est inutile. La nourriture est abondante. Comme les oiseaux, ils savent que ces monticules d'argile contiennent de bonnes choses. Ces monticules sont des termitières. Une seule d'entre elles peut abriter 50 000 individus. Le protèle se gave de termites. En fait, il ne mange à peu près que ça. Mais encore faut-il que les termites veuillent bien sortir de leur forteresse. Et ce n'est pas évident. Les monticules ont durci sous le soleil et ne peuvent être percés. Les oiseaux en quête de nourriture pour leurs petits et le protèle, soucieux de remplir son estomac, vont donc devoir s'armer de patience. Tôt ou tard, un termite va sortir. Ce sont des termites moissonneurs. Le protèle les entend aller et venir. Dans la savane, la population des termites dépasse en nombre celle des autres animaux. C'est pourquoi le protèle en fait le principal élément de son alimentation. Quand les ouvriers sortent de la termitière, ils sont protégés par les soldats. Les soldats sont efficaces contre des ennemis comme les fourmis, mais ne sont d'aucun secours face aux protèles. Ces colonies d'ouvriers apportent des provisions à l'intérieur du nid. Mais ouvriers, soldats et provisions peuvent disparaître en une bouchée. Le protèle est capable d'avaler 250 000 termites en l'espace d'une nuit, quantité négligeable par rapport à la population globale. Ces nids se comptent par milliers dans la savane. Il n'est pas nécessaire de broyer les termites, ce qui facilite la tâche du protèle. Il ne possède en effet que de petites dents et une mâchoire peu puissante, contrairement à ses cousins broyeurs d'os. En cette région du royaume du lion, tout ce qui est comestible est dévoré. Pas question de faire le difficile. Cette étrange créature n'a pas de semblable. C'est un oryctérope. Il ressemble un peu au cochon, mais ce corps curieux est adapté à une fonction bien précise, manger des fourmis. Aucun autre animal ne ressemble à l'oryctérope. Il est unique dans le règne animal. On peut l'observer à la nuit tombée. Il se promène en reniflant, l'oreille et le groin en éveil, en quête de fourmis. Aucun lion ne survivrait à de si maigres rations. Une fois qu'il a repéré le nid, l'oryctérope s'en donne à cœur joie. Les piqûres ne l'incommodent pas, il a la peau dure. La langue de l'oryctérope a cette particularité d'être extrêmement longue et gluante.
Il avale les fourmis sans prendre la peine de les mâcher. La digestion sera entièrement effectuée par l'estomac. Ses griffes sont parfaitement adaptées pour creuser. Il est vrai qu'en anglais, son nom signifie « cochon de terre ». Cet animal est tellement puissant qu'il est capable d'ouvrir une fourmilière ou de déterrer une termitière. Exploit dont peu d'animaux peuvent se targuer. Une termitière est une demeure fort appréciable. Pendant la journée, elle offre fraîcheur et confort. Un chat à pieds noirs s'y est installé avec sa famille. C'est un lieu suffisamment sûr pour y laisser des chatons seuls la nuit. Cette chatte a toute une famille à nourrir. Elle va devoir chasser toute la nuit. Il lui faudra apporter de quoi rassasier 4 estomacs, le sien et celui de ses 3 chatons. Une gerbille, c'est peu, mais assez pour la sustenter le temps de la chasse. Le chat à pieds noirs est plus petit que le chat domestique, mais 2 fois plus féroce. Les habitants de la région le surnomment le tigre des fourmilières. Quel est donc cet animal? Et quel goût est-ce que ça a? Les hérissons d'Afrique vivent dans les terriers le jour et sortent se nourrir la nuit. Notre chat n'a jamais vu de hérisson. Et le hérisson ne se soucie guère du chat. L'occasion est trop belle. Cette chose qui se promène tranquillement est une proie rêvée. Ceci, en revanche, est inattendu. L'animal s'est transformé en une pelote d'épingles. Inutile d'insister, mais allez expliquer ça à des bébés chats qui ont faim. Les chats ne peuvent rien contre des piquants acérés. La portée du chat à pieds noirs dépasse rarement les 2 à 3 petits. Il serait difficile d'en nourrir plus. Ce soir, la mère rentre bredouille, et des chatons affamés sont facilement irascibles. Ils ignorent que le monde qui les attend à l'extérieur n'est pas sûr. Voici un lièvre sauteur. Aidé d'un camarade, il creuse un terrier dans lequel il va s'installer. Il choisit un sol sablonneux qui présente beaucoup moins de résistance. Les lièvres ne font que déblayer l'entrée d'un terrier qui peut s'étendre sur plus de 30 mètres et atteindre une profondeur de 1 mètre. La sortie est toujours dégagée.
Les terriers sont appréciés d'autres créatures nocturnes, parmi lesquelles on trouve les gerbilles. Le lièvre sauteur est capable de faire des bonds de près de 5 mètres. Cet animal n'a de commun avec le lièvre que le nom. Il est de la famille des écureuils et des rats. Comme le lièvre auquel il ressemble, il possède de grandes oreilles. Elles permettent à cet animal nocturne de percevoir d'éventuels dangers tandis qu'il se nourrit. Des lions qui rôdent la nuit sont en général suffisamment perceptibles pour être évités. S'aventurer à l'extérieur est toujours un peu risqué. La gerbille va se cacher sous l'herbe et poursuit son repas en paix. Quant au lièvre sauteur, dans le doute, il rentre chez lui. Être petit, à peine visible et de la même couleur que le milieu naturel sont autant d'avantages. Notre lièvre sauteur doit s'occuper de son petit. La femelle ne donne naissance qu'à un rejeton qu'elle porte durant 11 semaines. Elle le nourrit elle-même et met tout en œuvre pour assurer la survie de ce précieux nouveau-né. Une curieuse expédition est en route. Cette famille de porcs-épics emprunte systématiquement le même itinéraire pour aller chercher sa nourriture. Les membres restent groupés. Le petit dernier s'efforce de suivre le rythme. Les autres ne l'attendront pas. Certains disent que les porcs-épics lancent leurs piquants comme s'il s'agissait de flèches. C'est faux. En fait, leurs piquants ne sont pas plantés profondément et peuvent se détacher lorsqu'un animal les touche. Le porc-épic est végétarien et se nourrit principalement de racines et de bulbes. Cette famille est tombée sur des melons. Ils constituent de petits réservoirs d'eau et de substances nutritives. Ils ne viendront pas s'attaquer aux spermophiles, mais l'un d'eux les surveille tout de même. Ils s'en retournent dans leur terrier ayant peut-être servi autrefois à un oryctérope avant d'être transformé et adapté. La tétée est un casse-tête pour les petits. Il leur faut trouver les tétines au milieu de ce buisson de piquants. Les bébés naissent munis de leurs piquants. Cependant, ils mettent quelques heures avant de durcir, heureusement pour la mère. Les suricates sont toujours très prudents avant de commencer leurs activités quotidiennes. Ils évitent ainsi de finir au menu du lion. Un individu surveille en permanence, mais 2 précautions valent mieux qu'une. Les petits aussi sont sur leur garde. Rien de particulier, pour l'instant. Chaque matin, le groupe se met en quête de nourriture. Mais les suricates ont un péché mignon. Ils raffolent du soleil.
Et lorsqu'ils ne mangent pas, leur passe-temps favori consiste à prendre des bains de soleil. Toutefois, la vigilance est toujours de rigueur. Le danger vient d'en haut. C'est un battleur. Les oiseaux de proie sont souvent les plus redoutables. Ils sont plus rapides et plus discrets que les lions. Le guetteur donne l'alarme. L'oiseau se dirige-t-il par ici ? Les regards convergent vers le ciel, tandis que l'ennemi passe au-dessus des têtes. Cette fois-ci, le danger a été évité et le signal de fin d'alerte est donné. Les spermophiles partagent les terriers des suricates. Ils profitent ainsi du système de surveillance. Les jeunes suricates apprennent de leur mère à être prudents, à se méfier des aigles et où trouver leur nourriture. Mais dans le désert, tout le monde veut savoir où trouver de la nourriture. Ceux-là ont trouvé quelque chose. Mais où exactement ? Quand on sait où creuser, on a résolu la moitié du problème. Ça n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Les suricates organisent leur communauté de façon à ce que chacun ait un rôle. Enfin, presque. Les tâches vont de la surveillance au babysitting. Les vautours sont les maîtres éboueurs de la savane. Les restes abandonnés par un lion donnent lieu à un rassemblement de tout le voisinage. On se presse devant la carcasse, mais les vautours sont les premiers servis. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se servir. Les resquilleurs ne sont pas les bienvenus. Les grands vautours doivent déterminer la quantité de nourriture qu'ils peuvent absorber s'ils ne veulent pas rester cloués au sol après le repas. Les plus petits vautours attendront par ordre hiérarchique que le grand vautour ait déchiré la peau de la carcasse. Les vautours se servent de leur vue pour repérer leur nourriture et leur nid. Ils parcourent de vastes distances en se laissant guider par leur vue. L'Otosion, lui, se sert de son ouïe pour trouver sa pitance. Comme les autres renards, il est extrêmement curieux. Ses grandes oreilles détectent le très léger bruit des insectes qui se déplacent sur le sol.
Autre aspect pratique de ces oreilles, elles fonctionnent comme des radiateurs qui évacuent la chaleur. Ainsi, le renard n'a pas trop chaud. En cette partie aride du royaume du lion, la vie tient à un fil. Chaque événement a des répercussions. Ces superbes troupeaux de gnous évitent de s'attarder. Si le climat du Kalahari est aride, plus à l'ouest, on trouve un véritable désert. Le désert du Namib. On dit que Namib signifie étendue infinie. Il fait moins chaud qu'au Kalahari, mais l'eau y est presque totalement absente. Toute vie semble impossible en cette partie désolée du royaume du lion. Et pourtant, la vie est tenace, même dans les pires conditions. La moindre brindille fera un heureux. Curieusement, l'oryx se plaît parfaitement dans ce désert. Il n'a pas besoin de boire. Les plantes lui fournissent une quantité suffisante d'eau. L'oryx est un animal très endurant. Il peut courir 20 km sans se fatiguer, ce qui n'est pas le cas du lion. Pourtant, peu d'herbivores survivraient dans ce monde inhospitalier. Le lion ne saurait régner en maître sur ce territoire où l'eau et la nourriture font cruellement défaut. Le Namib n'abrite pas moins de 200 espèces de coléoptères qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ces coléoptères sont rapides. Leurs longues pattes et leur vitesse empêchent le contact de leur corps avec le sable brûlant. Cette guêpe est tout aussi rapide pour déterrer une araignée. Les scorpions sont très résistants. Ils sont capables de supporter des températures auxquelles aucun autre animal ne survivrait. Mais eux aussi évitent le soleil autant que possible. Leur parade nuptiale est étrange. Le solifuge ressemble à l'araignée, mais n'en est qu'un parent éloigné. Proportionnellement à son corps, ses mâchoires sont plus grandes que celles de toute autre créature. Il existe une très grande variété de coléoptères dans le désert du Namib. Voici des coléoptères à dos blanc. Ça, ce sont des charançons. Ils peuvent attendre 4 ans avant d'éclore, le temps que le climat soit parfaitement approprié. Les adultes vivent le temps de copuler et de pondre. Le désert du Namib s'étend jusqu'à la côte atlantique. Les embruns qui parviennent ici constituent la seule source d'humidité. Tout repose sur la rosée du matin. Ce petit coléoptère récolte et absorbe l'eau qui se condense sur son corps. Cette plante est unique. Ses racines s'enfoncent si profondément qu'elles lui assurent une longévité de 2000 ans. C'est une welwitschia. Au fil du temps, ces deux feuilles se séparent et s'enroulent de sorte qu'on les croirait beaucoup plus nombreuses. Les plantes qui poussent dans le désert sont parmi les plus résistantes.
Ce serpent est un crotal cornu. Il a une drôle de façon de se déplacer. Cette reptation lui permet d'éviter autant que possible le contact avec le sable brûlant. D'autres parmi ses congénères du désert utilisent cette technique et se protègent ainsi des brûlures. Le caméléon va chercher un peu d'ombre dans un buisson épineux. Muer est une opération qui prend du temps. Chaque habitant du désert est confronté à cette chaleur extrême et profite de la moindre occasion pour se protéger du soleil. Un petit coin ombragé fait l'affaire. Le caméléon attend d'en avoir fini avec le buisson avant de s'en aller. Et quand la chaleur devient insupportable, le crotal cornu disparaît sous le sable en moins d'une minute. La nuit, un autre animal se faufile sous le sable. Il se nourrit de geckos. Les taupes dorées se déplacent sous le sable comme des poissons dans l'eau. Ceci ne rassure guère le gecko. Les taupes dorées chassent par en dessous. Le sable s'infiltre partout, même dans les yeux. La taupe, elle, n'a pour ainsi dire pas d'yeux. Elle se sert de l'ouïe et du toucher pour se repérer. Le gecko est sur du sable mouvant. Il serait bien inspiré de partir. Dans le monde impitoyable du désert, rien ne se perd. L'hyène brune possède une mâchoire capable de broyer des os. Elle est l'une des seules à pouvoir briser la coquille d'un œuf d'autruche. L'œuf d'autruche est tellement résistant que posé d'une certaine façon, il pourrait supporter le poids d'un homme sans se casser. C'est un butin précieux. La nourriture qu'il contient se présente sous forme de liquide, ce qui est ici inappréciable. Mais les hyènes ne s'embarrassent pas de politesse. L'hyène peut non seulement broyer des os, mais elle peut aussi les digérer. Les hyènes se querellent énormément, mais elles vivent en groupe et partent ensemble à la recherche de restes et de charognes. Elles reconnaissent leurs amis de leurs ennemis et nul n'ignore la place qui lui est réservée. Elles communiquent grâce au toucher, à l'odorat et à des signaux. Voler est moins passionnant que chasser, mais il faut bien vivre. Cet endroit est curieux. C'est un désert rempli d'eau.
Au nord du Kalahari, un fleuve tâche de se frayer un chemin jusqu'à la mer, mais en vain. Le marécage de l'Okavango est en réalité le delta d'un fleuve. L'eau de l'Okavango ne peut s'écouler, si bien qu'elle déborde. Une immense oasis s'est formée au milieu de ces terres arides. Et l'eau amène la vie. La vie animale qui résiste tant bien que mal sur les terres arides foisonne au milieu de cette végétation luxuriante. Certains endroits sont tellement humides que des marécages s'y forment. Les oiseaux aquatiques élisent domicile sur la végétation flottante qui couvre la mare. Voici un jacana, également appelé lys-trotteur. Les petites pattes des oisillons ne leur permettent pas d'aller de nénuphar en nénuphar. C'est donc la mer qui les transporte, après les avoir calés avec précaution sous ses plumes. Les adultes sont pourvus de longs orteils écartés sur lesquels leur poids est réparti. Seules les pattes des oisillons dépassent. La richesse de l'Okavango tient à cette diversité et à cette concentration d'animaux regroupés ici, au royaume du lion. Les koudous pèsent en toute quiétude aux côtés des zèbres. Et les impalas se partagent la prairie. La végétation pousse en telle abondance ici que personne ne connaît la faim. Même un troupeau d'éléphants est assuré de manger à satiété, et la nourriture est facile à trouver. Les éléphants peuvent vivre au Kalahari, mais ici, ils profitent d'une plus grande variété en matière de nourriture. L'herbe, les feuilles et les arbres sont à portée de la main. Le delta de l'Okavango fait office de réserve naturelle pour les animaux sauvages d'Afrique. L'hyène tachetée a une terrible réputation. Pourtant, elle sait faire preuve de douceur. C'est une mère dévouée. Les hyènes forment des clans d'une centaine d'individus. Chez les hyènes, les femelles commandent et les petits sont sous la protection du groupe tout entier. Ces animaux communiquent au moyen de messages élaborés et de signaux. Chaque individu se distingue par une odeur particulière, sait qui commande et qui il est préférable d'éviter. Les groupes possèdent leur territoire comme les gangs dans les villes. Ils peuvent s'étendre sur plus de 200 km². Les hyènes s'approprient leur bout de terrain en répandant leur odeur au sol, sorte de graffiti olfactif. Elles trouvent sur leur territoire tout ce dont elles ont besoin. Elles peuvent chasser le gros gibier ou profiter de la chasse d'un autre. Si elles sont suffisamment nombreuses,
elles n'hésiteront pas à voler les lions. La trêve est toujours fragile avec leurs voisins, les vautours. Les convives se passent de cérémonie. Les hyènes ne sont pas intimidées par les vautours, et ces derniers ne semblent pas leur prêter attention. Les hyènes sont généralement moins nombreuses, et les vautours sont les premiers arrivés. Mais avec sa mâchoire, l'hyène peut broyer des morceaux inaccessibles au bec du vautour. Le festin attire immanquablement les parasites habituels. La bagarre commence quand les convives sont trop nombreux. Le chacal mange de tout, mais il n'est pas téméraire. Cependant, cette énorme carcasse est trop tentante. Il faut courir le risque pour un morceau de viande. L'opération est moins simple qu'elle n'y paraissait. Le chacal a peut-être été un peu optimiste. Là où la végétation est luxuriante, on trouve des graines fourragères en quantité, mais fortement prisées par des tisserands qui viennent par nuées. Des millions d'oiseaux sont présents ici. Ils sont venus se désaltérer. Les points d'eau sont des lieux de rassemblement. Ces chiens sauvages sont passés maîtres en matière de chasse organisée. Leur mode de vie relève du grand art. Les lycaons se reposent pendant la journée. Inutile de s'épuiser à courir sous la chaleur. Chaque chien a ses propres marques. Elles le distinguent aussi efficacement que s'il s'agissait d'empreintes.
La bande installe son campement à proximité d'un point d'eau. C'est en quelque sorte le quartier général. Tant que les lycaons se reposent, leur proie ne s'occupe pas d'eux. Les gnous savent que les ennuis ne commencent que lorsque les chiens bougent. Les lycaons chassent en groupe, et tant que le signal n'a pas été donné, tout est tranquille. Si l'on fait abstraction des tisserins, constamment affamés. Un mâle et une femelle dirigent la meute tout entière. Il fait trop chaud pour se fatiguer. Ces pintades dénichent leur nourriture en se promenant de ci, de là. Tout ce dont elles ont besoin est sous leurs pattes. Elles grattent le sol comme les poulets, retournant la terre pour voir ce qu'elles cachent. Mais l'air se rafraîchit et la tension monte. On perçoit un changement. Même chez les phacochères, on remarque une certaine fébrilité. Leurs défenses impressionnantes ne leur servent que lorsqu'ils sont attaqués. Ces animaux sont herbivores. Les gnous sentent que les lycaons se préparent à l'attaque. Les chasseurs quittent la scène. À moins d'y être acculés, les chiens s'en prennent rarement aux gnous, adversaires de taille. Ils se laisseront plutôt tenter par un individu isolé. Les jeunes sont restés au campement, entourés de quelques babysitters. Tous les autres chiens participent à l'opération. Les lycaons sont dotés d'une énergie inépuisable. La meute poursuit le gibier jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement. Ils font preuve de ténacité, là où la lionne utilise la puissance musculaire. Quand le meneur accuse la fatigue, d'autres prennent le relais. C'est un monde cruel où la mort perpétue la vie. L'équilibre est précaire. Et le chasseur devient vite proie. La seule loi au royaume du lion est la loi de la survie. Et les nouvelles générations tirent leur force des anciennes.